Et bonjour à tous, bienvenue pour la formule entretien de la perm. Et pour ce quatrième entretien, on va parler du cas de l'Amérique du Sud et de la manière dont elle affronte la crise sanitaire actuelle. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Franco Dichot, docteur en sciences politiques, chercheur au Framespa, professeur en histoire et civilisation des Amériques latines à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, spécialiste du Chili, mais aussi plus largement des mouvements sociaux en Amérique du Sud. Et vous êtes aussi membre de la revue Contretemps. Et enfin, vous êtes auteur de plusieurs livres et articles, dont Chili 1970-1973, 1000 jours qui ébranlèrent le monde, édité aux presses universitaires de Rennes en 2013. Et dernièrement, fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse, édité chez Sileps en 2020. Bonjour à vous, Franco Dichot. Bonjour. J'espère que ça se passe bien pour vous en cette période un peu particulière. Je ne sais pas comment ça se passe avec le confinement pour vous. Ça va, disons que c'est long, bien entendu, surtout qu'on a un petit qui a 5 ans, donc il tourne un peu en rond, mais on ne fait pas partie des gens à plaindre. On a un petit bout de jardin, déjà, c'est beaucoup par Ouais. rapport à plein de familles qui sont vraiment enfermées dans des espaces confinés. Ouais, effectivement. Alors, pour vous, pour commencer de manière un peu générale, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation sanitaire en Amérique du Sud face à l'épidémie et la façon dont les différents gouvernements réagissent et agissent face à ça? Même si j'imagine que c'est un exercice un peu compliqué parce que les situations sont loin d'être homogènes selon le pays. Et d'ailleurs, notamment, est-ce qu'il existe une coopération interétatique ou entre les populations des différents pays? Alors oui, effectivement, quand on parle de l'Amérique latine, hein, on parle d'un ensemble, un sous-continent extrêmement varié, voire hétérogène. 600 millions, plus de 600 millions d'habitants, d'habitantes, des réalités géopolitiques qui sont aussi, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, très très différenciées hein, entre le Brésil et le Honduras, entre Cuba et le Mexique. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes contextes, le même poids politique. Après, il y a des héritages communs, on le sait bien, et puis il y a quand même un vrai ensemble géoculturel, géohistorique qui existe. Mais comme vous l'avez bien dit, le Covid débarque dans ces sociétés-là et elles sont assez différentes entre elles en termes de structure économique, structure sanitaire, capacité de l'État à intervenir, etc., etc. Mais globalement, si on commence par une vision plus globale, euh, l'Amérique latine, l'Amérique qu'on appelle latine, ça aussi on pourra en discuter, l'indo-afro-Amérique latine, pour être un peu plus exact, a eu un avantage dans cette pandémie globale, c'est que le virus arrive avec un certain décalage en fait par Mm. rapport évidemment à l'épicentre, la Chine, l'Asie, mais aussi à l'Europe. Donc, les gouvernements ont quand même en partie anticipé, pas tous, mais ils ont vu quand même venir l'épidémie. Et donc, il y a quand même des politiques publiques d'anticipation, de prévention, pas partout Mm. Mm. de manière égale, mais il y a eu ce mois de décalage, heureusement, j'allais dire, était là, parce que, évidemment, il y a un article récent de l'économiste Pierre Salama, justement, qu'on a publié sur Contretemps. Mhm. Il dit, il faut quand même rappeler, hein, on est donc dans le sud global, on va dire, dans des sociétés extrêmement inégalitaires. Le continent latino-américain, c'est un des plus inégalitaires de la planète. Des taux de pauvreté aussi très très importants et des structures de santé qui sont très fragiles, voire carrément délabrées par des décennies de néolibéralisme, même si depuis il y a eu des tentatives de reconstruire les systèmes de santé. Donc le Covid arrive dans des sociétés qui sont fragiles face à ce type de pandémie. Et surtout, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre ensuite, je pense, que la suite de la discussion, comme en Afrique ou comme dans une grande partie du sud global, le travail est extrêmement précaire et beaucoup de travail informel. Alors, en Amérique centrale, par exemple, on a 60%, 70% de travailleurs qui sont dits informels, dans des proportions très grandes, travaillent directement dans la rue, comme vendeurs ambulants, etc. Donc, évidemment, envisager de rester chez soi confiné en quarantaine, c'est impossible. C'est entre Mm. soit mourir de faim et soit risquer de choper le virus. Ouais.
Donc là, il y a cet ensemble d'éléments qui traversent tout le continent. Bien entendu, le travail informel est beaucoup plus bas, par exemple, dans des grandes économies comme l'Argentine ou le Chili, et beaucoup plus fort en Amérique centrale. Donc ça, c'est des différences qui sont importantes. Et il y a un autre élément aussi qu'il faut souligner, c'est les éléments de violence sociale et politique qui aussi participent dans ce contexte de pandémie, vont fragiliser encore plus, disons, les sociétés ou poser des obstacles à combattre la pandémie. Mais justement, vous avez commencé à en parler avec cette forte proportion de travailleurs informels. Quelles sont les répercussions, pour creuser cette question, quelles sont les répercussions de cette pandémie, mais aussi des politiques prises par le gouvernement sur les populations et comment elles perçoivent ces mesures? Est-ce qu'elles sont hostiles ou est-ce qu'elles disent que c'est un mal nécessaire et est-ce qu'elles sont aussi inquiètes par la pandémie? Alors, c'est là où ça vaut le coup d'analyser plutôt pays par pays. Donc, pour essayer de simplifier un peu, il y a certains pays qui ont réagi assez tôt. Par exemple, le Pérou a réagi très tôt avec des mesures de quarantaine assez strictes, d'état d'urgence sanitaire, etc. D'autres pays où les gouvernements étaient carrément dans la négation et le sont encore. Et là, je pense évidemment au Brésil de Bolsonaro. Et donc, c'est une catastrophe puisqu'on parle de le premier pays de la région en termes démographiques notamment. Le fait que Bolsonaro soit dans un déni qui est criminel, tout à fait criminel, ça fait craindre une explosion encore plus forte de la pandémie. Et après, il y a des entre-deux. D'une certaine manière, parmi les gouvernements qui ont le mieux réagi au regard, selon l'OMS en tout cas, on a l'Argentine avec le gouvernement de Fernandez qui vient juste d'arriver, qui jouait aussi sa carte politique d'une sorte de centre-gauche kirchneriste, péroniste, et qui a quand même réagi assez rapidement avec des mesures, d'une part de confinement et d'autre part d'aide sociale pour les plus démunis. Donc on a une gamme d'interventions publiques qui sont un peu différenciées. Néanmoins, c'est intéressant de voir que même les plus néolibéraux, je pense par exemple au ministre de l'économie du Brésil, Paulo Guedes, qui a un Chicago Boys néolibéral, disons, un fondamentaliste, lui-même a reconnu qu'il fallait que l'État intervienne. Donc on a une sorte de retour de l'État, d'un interventionnisme de l'État sanitaire et social. Par exemple, là, au Brésil, ils ont voté sous pression du Parlement et contre Bolsonaro, vraiment une aide sociale de plusieurs centaines de millions de dollars pour les familles les plus pauvres. Et ce type d'aide sociale, on le retrouve en Argentine, au Pérou, un peu aussi au Mexique, au Salvador. Donc, il y a un retour de l'État. L'État a essayé d'intervenir, mais en même temps avec des politiques publiques qui sont assez différenciées entre le déni total de Bolsonaro, une assez forte intervention argentine et des entre-deux au Pérou, par exemple, ou au Chili. Mais globalement, il y a aussi cette idée qu'il faut sauver l'économie avant tout, dans la plupart des gouvernements. Donc, sauver l'économie plutôt que la santé des travailleurs. Alors, je voulais juste rajouter un point. Je voulais savoir, sur Bolsonaro, est-ce que cette crise peut rendre plus difficile pour lui l'exercice de son pouvoir ou pas du tout? Tout à fait. En fait, les effets politiques de la pandémie sont vraiment au centre en ce moment. Bon, au niveau global, on peut le dire, évidemment, on le voit ici aussi. Mais là, au Brésil, c'est très très clair. On parle aujourd'hui, en fait, il vient juste d'avoir démission du ministre très très symbolique, très connu de la justice, Sergio Moro, qui est le même ex-juge qui a participé à l'enfermement totalement illégal de Lula da Silva, donc qui est vraiment un adversaire de la gauche brésilienne, des mouvements sociaux. Mais en même temps, il a des tensions très fortes au sein de l'exécutif, qui est traversé de fortes turbulences, et notamment depuis la pandémie, entre un secteur militaire autour de Mourão, qui est vice-président. Là, on a Moro qui vient de démissionner en accusant Bolsonaro d'interférer dans la police fédérale, mais aussi dans la justice fédérale. En même temps, on sait que Moro est en train de jouer sa carte perso parce qu'il pense au présidentiel de 2022. Il ne faut pas croire que c'est un allié pour ça de la gauche ni rien de cela. Et avant cela, il y a eu démission du ministre de la Santé, qui est tellement atterré
alors que c'était quand même un bolsonariste, hein, c'est vraiment un semi-fasciste ou parafasciste, ou comme vous voulez le qualifier, mais c'est pas un ami non plus des mouvements sociaux. Mais quand même, il a dit là, c'est pas possible, on peut pas assumer une politique de déni aussi criminelle, aussi anti-scientifique, et donc il a démissionné. Donc la pandémie a vraiment des effets déjà dans la superstructure, on va dire la politique d'en haut, mais aussi dans la politique d'en bas, au sein des mouvements populaires, au sein des classes populaires. Le mécontentement progresse. Par exemple, tous les jours à 20h, au Brésil, c'est pas on tape pas sur des casseroles pour dire merci aux soignants, on tape sur des casseroles pour dire Bolsonaro, tu es un criminel, tu n'as pas pris en compte la pandémie. D'accord. Et en parlant... Ouais, pardon. Et ce type d'effets politiques, on les voit un peu partout. On pourra parler du Chili peut-être tout à l'heure. Et parfois dans le sens positif. Certains politiques ont réussi à surfer d'une certaine manière sur la pandémie pour se refaire une légitimité politique. C'est le cas du président péruvien. Le Pérou, on n'en parle jamais en France, vient de sortir d'une longue période de crise politique à rebondissement, plusieurs élections, dissolution du Parlement, etc. Et le président en place, qui était fragile politiquement, vient de se blinder politiquement grâce à la gestion de la pandémie. Ils ont même une partie des barrios populares, des quartiers populaires, ont même fêté son anniversaire en tapant sur des casseroles, etc. Donc voilà, c'est assez contradictoire, mais des effets politiques, oui, il y en a très très fortement. On va y revenir. Et là, vous parlez des classes populaires. Comme on le dit toujours dans nos émissions, cette crise sanitaire, c'est surtout une crise politique générale, et on le voit notamment avec la crise économique. Et justement, quelles peuvent être les conséquences de la crise économique qui se profile et qui risque d'être terrible pour les pays latino-américains et leur population, non? Est-ce qu'il y a par exemple des risques, comme dans d'autres régions du monde, que cela conduise à une crise alimentaire? En tout cas, ça très très fortement. Aujourd'hui, c'est tout à fait presque un lieu commun de le dire, mais à quel point le Covid-19 est un révélateur du fonctionnement du capitalisme global, mais aussi un révélateur des tensions et des fragmentations, des oppositions de classe dans chaque pays. C'est assez impressionnant. Il révèle aussi le fonctionnement du système de santé, la fragilité des politiques publiques latino-américaines, la fragilité des États aussi latino-américains, du moins de leur versant social, parce que leur versant répressif et militaire est bien consolidé. Et donc, c'est d'autant plus, disons, préoccupant qu'on sait que l'Amérique latine était déjà dans une phase de récession très marquée. On a eu ce moment d'âge d'or des gouvernements progressistes où il y a eu un boom des matières premières et les gouvernements ont eu une manne financière pour essayer d'intervenir un peu socialement, améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Mais depuis la chute des matières premières, disons depuis 2010-11, dans le sillage de la grande crise de 2008, et aussi le fait que la demande chinoise ait baissé très fortement, eh bien, toute l'Amérique latine est fortement impactée par la crise de ce modèle extractiviste, on peut dire, d'extraction de matières premières et de dépendance à la demande de ces matières premières. Donc, en fait, la pandémie, elle arrive déjà dans un moment de récession en cours dans la plupart des pays, dans tous les pays, mais plus ou moins marqués. Et là, ce qui vient, évidemment, c'est assez catastrophique. Surtout quand on sait on l'a dit tout à l'heure, une grande proportion de la population latino-américaine vit dans des conditions très précaires, informelles ou de grande précarité du point de vue du travail, de forts niveaux d'endettement individuel aussi. Donc là, c'est ce qui arrive, ça va être très très dur. Et ceux qui vont payer la crise, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on voit, c'est ceux d'en bas, c'est les classes populaires, les plus fragiles. Même si transitoirement, il y a effectivement eu une sorte d'État interventionniste qui essaie de colmater les brèches, on voit que dans le discours général de la plupart des gouvernements, c'est il faut sauver l'économie. Mais quand ils nous disent il faut sauver l'économie, en fait, c'est les grandes entreprises, les capitalistes, les secteurs dominants. Oui, ça c'est une norme qu'on trouve un peu partout. Et quid des populations indigènes? Il y a des retours comme quoi la situation s'annonce dramatique pour elles. Est-ce que c'est vraiment le cas? En tout cas, oui, tous les retours qu'on a, notamment des mouvements indigènes eux-mêmes, les plus organisés, c'est dramatique. Notamment du fait que c'est pas une question, disons, biologique, c'est une question
que les communautés indigènes se retrouvent très souvent éloignées des systèmes de santé, très souvent dans des conditions de précarité ou de pauvreté, même si sur le plan alimentaire, elles sont parfois beaucoup mieux armées que les pauvres de la ville. Il y a plusieurs communautés quand même qui sont très inquiètes. Il y a des alarmes qui ont été lancées, notamment par le peuple Yanomami, puisqu'il y a eu les premiers cas de Covid-19 dans des communautés Yanomami au Brésil. Il y a même aussi des organisations fortes indigènes qui barrent les routes pour empêcher la rentrée d'étrangers, de blancs, de gens de la ville, d'églises évangélistes qui viennent visiter les communautés et qui apportent avec elles l'épidémie. Et puis quand même, il faut le dire, il y a aussi cette mémoire historique qui est importante. Rappelons que les peuples indigènes et originaires de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine ont été décimés durant le processus colonial par aussi des épidémies. Et plus récemment, au XXe siècle, il y a plusieurs épidémies de rougeole, de maladies sexuellement transmissibles, enfin tout un tas de maladies qui sont en fait venus du monde occidental, urbain, et qui ont décimé leur propre communauté. Donc là, il y a une mémoire historique et il y a un danger imminent, très très réel, notamment pour les peuples indigènes de l'Amazonie, de l'Équateur, du Brésil, qui ont lancé plusieurs alertes dernièrement en disant c'est une catastrophe qui arrive si on n'a pas les moyens d'empêcher la pandémie. D'accord, donc il faudra suivre ça de près. Et avant cette pandémie, on a vu que l'Amérique du Sud, comme d'autres régions du monde, était le théâtre de grands soulèvements populaires, notamment au Chili, dont vous êtes le spécialiste. Et qu'en est-il maintenant de cette dynamique? Est-ce que la pandémie l'a tué? Et est-ce que les gouvernements ne risquent pas de se saisir de cette crise sanitaire pour endiguer ces mouvements et pour étendre leur contrôle? Il y a très très clairement un usage, une instrumentalisation de la pandémie de la part des gouvernements qui étaient remis en cause par les mobilisations populaires. Et c'est le cas particulièrement au Chili. Depuis octobre 2019, on avait une grande révolte populaire qui a vraiment fait trembler tout le système politique chilien et tous les héritages de la dictature qui sont encore très très forts au Chili. Et là, Sebastián Piñera, le président conservateur multimillionnaire, a sauté sur l'occasion. Il était à 6% d'approbation, c'est historique. Il était au sol complètement. Et là, depuis la pandémie, il essaie de se reconstruire une légitimité. Et surtout, la pandémie a permis de renforcer la militarisation de l'espace public, l'état d'exception, et surtout à empêcher la continuité des grandes mobilisations, notamment celle sur la place de la Dignité au centre de Santiago. Donc, mais ce n'est que partie remise. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux, tous les acteurs mobilisés organisés disent on est là, on continue d'ailleurs à être organisé en réseau, et dès que ça sera possible, on va revenir à l'offensive. D'autant plus que désormais, la gestion, là aussi calamiteuse de Piñera et de son ministre de la Santé au Chili, fait que la rage, c'est vraiment de la rage qu'il y a au sein des classes populaires, est encore plus forte. Donc, s'annonce très certainement un printemps austral, l'automne ici, qui va être très très chaud au Chili, mais pas qu'au Chili. Par exemple, si on parlait de l'Équateur, en 2019, il y a eu des grandes révoltes populaires aussi en Équateur, notamment de la part du mouvement indigène, la CONAI, la Confédération des Nations Indigènes de l'Équateur, avec les travailleurs urbains, s'étaient mobilisés très très fortement contre un paquet néolibéral du président Lénine Moreno. Et là, la gestion de la crise, pour ceux qui ont suivi, l'Équateur, c'est peut-être le scénario le plus radicalement avec le Brésil, disons, le plus radicalement préoccupant. Oui, on a l'impression que c'est une catastrophe en ce moment. C'est une catastrophe. Les chiffres officiels, j'ai noté pour ce matin, ils parlent de seulement 580 morts et 23 000 contaminés. Mais il y a plusieurs reportages sérieux qui ont été faits, y compris dernièrement du New York Times, sur les calculs du nombre la différence entre le nombre de morts ce mois-ci et il y a un an. Et donc on serait en moyenne peut-être à 5000 morts au lieu de 500 morts officielles. Lénine Moreno ayant reconnu lui-même la semaine dernière que les chiffres, les statistiques officielles étaient complètement faussées. Et donc vous avez vu des scènes complètement ubuesques dans les rues de Guayaquil, notamment il y a des corps qui ont été déposés dans la rue parce que le service funéraire est complètement débordé. Ils n'arrivent pas à absorber le nombre de morts.
et le système de santé lui-même public est complètement débordé, malgré des mesures de confinement, de prévention qui ont été effectivement prises, mais tardivement, très tardivement. Et là, la situation est tout à fait catastrophique et révèle encore une fois la fragilité des systèmes de santé, mais aussi des réorientations néolibérales qui ont été prises durant les dernières années. Et donc, cette crise politique, elle est générale, on l'a dit, elle est mondiale et elle procède aussi à des bouleversements dans l'ordre international, notamment avec la Chine qui semble de plus en plus prendre le premier rôle par rapport aux États-Unis. Est-ce que déjà c'est une bonne chose pour les États sud-américains, ce renversement de l'ordre? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque devant cette perte d'hégémonie de la domination américaine, que celle-ci se fasse encore plus terrible? On voit par exemple avec le Venezuela qui est sous embargo. Et malgré la crise, l'embargo n'est pas levé. Et même pire, les États-Unis semblent se faire de plus en plus menaçants, non? Alors, tout à fait. La question de la Chine, je ne pense pas qu'on puisse à ce stade parler d'une substitution d'une hégémonie états-unienne et une hégémonie chinoise, parce qu'il y a un élément qui est clé, c'est l'hégémonie militaire des États-Unis dans la région, qui est pour l'instant intouchable, hein, le nombre de bases militaires dans la région, en Colombie notamment, mais pas qu'en Colombie. Mais par contre, vous avez raison sur le fait que, sur le plan économique, la Chine est devenue un acteur central. C'est la Chine qui avait tiré la croissance et le boom des matières premières dans les années 2005-2010. C'est la Chine qui a participé de la crise quand elle a un peu s'est repliée en termes de demande. Et aujourd'hui, la Chine, c'est le premier partenaire commercial du Brésil, par exemple. C'est considérable, devant les États-Unis. Le Mexique, qui est normalement complètement intégré à l'économie états-unienne, le deuxième partenaire commercial, c'est la Chine. Et on pourrait dire la même chose du Pérou, premier partenaire commercial du Chili, etc. Donc, effectivement, il y a un bouleversement en cours. La Chine a pris pied en Amérique latine très fortement et dans une phase de croissance en termes d'investissement étranger, de présence d'entreprises directes, d'investissement direct sur le sol latino-américain. Et donc là, il y a une lutte, un conflit géopolitique effectivement qui est très très fort. Pour l'instant, les Chinois n'ont pas de prétention militaire, de géopolitique militaire dans la région. Là, ça serait la ligne rouge pour les États-Unis, évidemment, qui maintiennent ce précaré comme vraiment une région dominée par l'empire états-unien. Et ce qui se passe, vous l'avez mentionné, dans la Caraïbe, et notamment contre le Venezuela, c'est d'une part un jeu interne de la part de Trump, qui essaie de remobiliser une partie de ses troupes en vue de la présidentielle, notamment la Floride, l'électorat le plus conservateur, etc. Et ça participe de ce jeu interne. Et en même temps, c'est le prolongement des sanctions et de toutes les tentatives de déstabilisation contre le gouvernement de Nicolás Maduro. Et donc là, il y a quand même eu le déploiement d'une flotte la plus importante depuis 89 et l'assassinat de Noriega au Panama. Donc c'est pas rien. C'est peu probable que Trump envahisse le Venezuela. Il n'y a pas les conditions pour le faire. Et ça serait vraiment un bourbier pour les États-Unis. Mais c'est une pression supplémentaire contre le Venezuela, dans la Caraïbe en plus. Évidemment, il y a Cuba. Et surtout, il faut dénoncer très clairement l'ONU, l'OMS, la Commission des droits de l'homme, qui est présidée par Michelle Bachelet, a dit très clairement, Bachelet qui n'est pas une bolivarienne du tout, qui a été une ennemie même du processus bolivarien, a dit clairement il faut lever les sanctions pour des raisons humanitaires, pour des raisons du système de santé. Et c'est vrai que le système de santé vénézuélien est en très très mauvais état. La crise politique économique a mis au sol le système de santé vénézuélien. Donc ces sanctions, elles sont non seulement illégales, mais elles sont criminelles. Et même chose, le blocus contre Cuba, c'est vraiment... c'est de toute façon illégal au regard du droit international, mais en plus, ça a des effets tout à fait criminels dans le contexte de la pandémie. Oui, on oublie souvent que Cuba aussi est sous blocus. Et en parlant de Cuba, on a vu que là, ils sont en train de jouer les premiers rôles face à la pandémie. Ils viennent même en aide aux pays du Nord. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de pays du Sud qui s'en sortent mieux. Alors, l'Amérique du Sud a été l'une des pionnières de l'idéologie altermondialiste. Est-ce que l'épisode actuel n'est pas une opportunité pour favoriser justement un ordre mondial moins inégalitaire?
Espérons-le. Pour l'instant, le contexte est très compliqué pour l'Amérique latine. On estime que le pic de cette première vague, en tout cas de l'épidémie, ça sera que mi-mai. Donc, il y a encore du temps et de la souffrance à venir en Amérique latine. Et des scénarios qui sont vraiment explosifs. On l'a dit, en Équateur, c'est catastrophique. Le scénario brésilien, vraiment, fait peur à beaucoup de monde. Officiellement, on est autour de 4400 morts, mais on n'est pas du tout dans le contexte de vagues hautes de l'épidémie, quand on sait que on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des favelas, où il n'y a parfois même pas accès à l'eau. Quels vont être les ravages de l'épidémie dans ces contextes-là, et surtout avec la politique de Bolsonaro? En même temps, vous mentionnez Cuba. Cuba fait une démonstration, en tout cas, un petit pays du Sud, appauvri et en plus sous embargo, sous blocus, a montré des capacités de planification, de construction d'un système de santé quand même très efficace. À Cuba, il y a eu pour l'instant que 55 morts et 1300 infectés. Donc il y a une politique de prévention qui marche. Et surtout la capacité de cette expertise qu'ils ont. Ils ont su combattre Ebola, ils ont une industrie pharmaceutique locale sur les questions des vaccins qui est très très efficace, reconnue mondialement par l'OMS, jusqu'au point de venir en aide à la Lombardie, venir en aide aux Antilles françaises, il faut le rappeler. Cuba est en train d'aider les Antilles françaises à combattre la pandémie. Et avec une tradition internationaliste qui est très très forte chez les Cubains, qui en tout cas montre qu'une autre manière d'affronter la pandémie est possible. Après, sur les alternatives plus largement, je pense qu'en tout cas, ce qui est en train de se passer au niveau du Sud global, c'est le prolongement de réflexion qui était là avant la pandémie sur cette idée que ce modèle productiviste, capitaliste occidental nous voue à la perte, à l'effondrement finalement de l'espèce humaine. Donc, de ce point de vue, il y a vraiment des réflexions très intéressantes dans la pensée critique latino-américaine qui, je pense, pourraient beaucoup nous apporter sur ce fameux monde d'après. Parce qu'on parle tous du monde d'après, mais encore faut-il le construire et avoir aussi des orientations stratégiques pour le construire. Justement, là, pour rebondir sur ça, le titre de votre dernier livre, c'est Les expériences progressistes dans la passe. Est-ce que là, c'est peut-être un moyen de rebondir et de dépasser cette impasse, non? Exactement, oui, tout à fait. Disons que l'Amérique latine là, vient de passer par une phase de 10-15 ans où on avait plusieurs gouvernements dits progressistes ou nationaux populaires ou anti-impérialistes, du Venezuela au Brésil, de l'Équateur à la Bolivie. Et là, il y a eu vraiment un essoufflement, voire un reflux ou une crise très profonde comme au Venezuela. On voit le retour des droites, ou des extrêmes droites même, comme au Brésil. L'avancée des oligarchies conservatrices, évangélistes, comme en Bolivie avec le coup d'État contre Evo Morales. Et donc, il y a un bilan déjà, je pense, à faire, important. C'est un bilan de faire c'est important de faire le bilan des échecs ou des obstacles ou des impasses justement de ces gouvernements progressistes qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et en même temps, voir que les droites latino-américaines sont dans une incapacité presque totale à stabiliser la situation. On a vu l'expérience Macri en Argentine, c'est un désastre total. C'est un désastre total, avec les niveaux d'endettement complètement délirants en fait pour l'économie du pays. Et puis l'Amérique latine, oui, c'est aussi des expériences. On pourrait penser à l'expérience zapatiste dans le sud du Mexique, qui quand même ont fêté cette année les 25 ans de l'expérience zapatiste. Les zapatistes, eux, qui bien avant le gouvernement fédéral mexicain, ont déclaré la quarantaine dans leur communauté, ont fermé les territoires du fait de la pandémie pour anticiper le choc de la pandémie. Et aussi parce qu'on sait que cette épidémie, en fait, c'est celle de la crise climatique. C'est le corona-capitalisme et la crise climatique combinée, on peut dire. Ce que nous disent les zapatistes, c'est ça, il faut revenir à une capacité de nous alimenter localement, à respecter les communautés, notamment les communautés indigènes dans ce cas-là, à construire d'autres formes de pouvoir, un pouvoir beaucoup plus horizontal, démocratique, radicalement anticapitaliste. Et donc, en ce sens, les zapatistes n'ont jamais dit que c'était un modèle à appliquer
à l'échelle planétaire. Mais c'est un exemple, en tout cas, qu'on peut construire d'autres formes de partage, d'autres formes de vie en commun. Et je pense que cette réflexion sur les communs, sur le bien vivre, qui a très fortement en Amérique latine, sur la rupture avec le modèle productiviste, la rupture avec le capitalisme occidental, aurait à nous apporter dans le cadre de comment penser le monde d'après. Oui, c'est la formule qu'on entend souvent dans la gauche radicale, communisme ou barbarie. C'est ça, d'une certaine manière. Moi, je dirais plutôt écosocialisme du bien vivre ou barbarie aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand même, l'inquiétude, c'est évidemment, il y a pas longtemps, il y a Alain Beer qui a publié un texte, il disait il y avait trois Toujours ce sorties contretemps, je possibles. tiens à préciser. Voilà, qui est sous contretemps aussi. Si on regarde l'Amérique latine, en se basant un peu sur ce texte d'Alain Beer, on pourrait l'atterrir à l'Amérique latine. Il y aurait trois sorties possibles, je pense. La première, c'est un renforcement de l'État autoritaire. Et ce qu'on voit dernièrement, c'est vraiment des régimes d'exception dans presque toute l'Amérique latine. C'est-à-dire le moment de la pandémie, c'est aussi le renforcement de l'État autoritaire et répressif. Il y a des répressions très très dures dans le sud de l'Argentine, au Brésil, y compris au Chili, et des lois d'exception. Et donc c'est plutôt cette main droite de l'État dure qui est en train de se mettre en place. Et il n'est pas du tout sûr qu'une fois la pandémie passée, il y ait un retour. Alors il n'y a pas vraiment de normal en Amérique Ouais. latine, l'État reste répressif, mais peut-être que c'est l'option la plus d'un néolibéralisme encore plus autoritaire qu'avant qui pourrait nous arriver dessus et au peuple latino-américain. Deuxième option possible, c'est que malgré tout, il y a un retour à une sorte d'interventionnisme de l'État social pour essayer de reconstruire des systèmes de santé vu ce qui vient de se passer. Ça peut arriver dans quelques contextes, peut-être en Argentine, espérons-le, mais ça reste à voir. Et la troisième option, évidemment, ça serait celle de la rupture avec ce capitalisme néolibéral tel que le propose une partie des mouvements populaires, le mouvement des Sans-Terre du Brésil, le mouvement féministe latino-américain qui était vraiment très très présent et qui reste présent. Là, il y a vraiment une réflexion féministe, communautaire, décoloniale qui est vraiment intéressante. Il y a des textes, par exemple, qui disent la seule manière d'en sortir face à la pandémie, justement, c'est montrer l'importance de los cuidados, comment dire ça en français, de la protection entre nous, de s'occuper des gens, du care, comme on dit, Ouais. dans une perspective par en bas, en fait. Eh ben, pour terminer, j'allais vous poser la question, mais je pense que pour vous, ça serait la troisième solution. J'allais vous poser la question de quelle sortie de crise serait souhaitable pour cette région d'après vous. Et je voulais rajouter aussi une question, c'est quel est le rôle, parce que nous sommes des militants en France, est-ce que la France a un rôle là-bas en Amérique du Sud? Et est-ce que nous, on peut jouer un rôle dans cette histoire-là? Alors pour commencer par la fin, moi je suis persuadé que oui. En fait, j'appartiens à une association qui s'appelle France-Amérique latine, une association de solidarité internationale, et ça fait des années qu'on essaie de dire que évidemment il y a un rôle à jouer, et c'est pas dans une perspective paternaliste du nord vers le sud. Au contraire. Très souvent, c'est même l'Amérique latine qui a à nous apporter sur comment penser d'autres mondes possibles. Mais il y a une solidarité internationale à nouer entre militants, entre mouvements populaires, entre communautés organisées. Par exemple, quelque chose de très concret, nous, ça fait des années qu'on a des liens, noué des liens avec des communautés du Cauca en Colombie. La Colombie qui perd un lourd tribut à la pandémie et surtout la violence politique contre les syndicalistes, contre les militants, continue en temps de confinement. Donc là, il y a vraiment des urgences très très fortes. Et par exemple, là, on a noué des liens avec des communautés agroécologiques de paysans qui font la démonstration concrète de comment il faut envisager le monde d'après, en fait. On sait très bien que la pandémie, c'est le produit de la dévastation des écosystèmes, etc. Donc, essayer de se baser sur toutes ces expériences concrètes de la paysannerie latino-américaine qui est engagée dans l'agroécologie, des communautés indigènes, les expériences d'entreprises récupérées, des zapatistes. Là, il y a beaucoup de choses, de leçons à tirer, comme il y a des leçons à tirer, par exemple, je sais pas, du Rojava ou d'ailleurs. Et en même temps, de la solidarité à mettre en place du nord global vers le sud global et du sud global vers le nord global.
Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce sens. Et puis faire pression sur nos propres gouvernements, sur nos propres entreprises multinationales qui ont des responsabilités accablantes dans ce qui se passe en Amérique latine. Et sur les alternatives, oui, donc je pense avoir donné quelques pistes. En tout cas, ce que je vois, c'est que il y a des réflexions alternatives qui sont en cours depuis de nombreuses années en Amérique latine, qui ont effectivement du mal, hein, à vivre. Il faut pas se raconter d'histoire non plus. Il n'y a pas, il y a pas un paradis enchanté quelque part, voilà. Mais en tout cas, il y a des éléments stratégiques qui méritent réflexion et de mise en action pour nous ici aussi, parce qu'évidemment, si on continue sur notre lancée, là, on est reparti pour encore de nouvelles pandémies, un nouveau chaos global, ça va aller en s'accélérant. Donc, il faut vraiment réfléchir et surtout mettre en place cette solidarité internationale, de mon point de vue. Eh ben, on va terminer sur cette conclusion. Merci à vous, Franco Di Chau, pour cet entretien passionnant. Vous êtes là, bienvenue quand vous le voulez sur Parole d'honneur. Avant de nous quitter, je voulais rappeler à nos auditeurs qu'on se retrouve demain. Demain, on va commencer nos numéros spéciaux sur le jour d'après. Et on va commencer avec deux économistes, Cédric Durand, que vous connaissez bien, qui travaille souvent avec la revue Contretemps, donc Cédric Durand, et El Mouhouk Mouhoud. Donc on discutera du jour d'après. Là, ce sera plutôt sur le plan économique, mais pas seulement. Et ben, écoutez, encore merci Franco Di Chau, et on se dit à très bientôt, à demain pour la perme. Au revoir.